On va commencer. Donc c'est Marc Letris qui va nous faire cette présentation aujourd'hui sur le montage juridique des réseaux de chaleur et également les modes de gestion. Donc pour rappel, hein, cette matinale elle est organisée dans le cadre du plan Bois Énergie Bretagne que nous co-animons, elle, avec Fibois Bretagne. C'est la dernière matinale de cette année, c'est la cinquième. Et donc cette matinale, elle est destinée au réseau des relais bois. Les relais bois, donc, ce sont tous les conseillers qui sont susceptibles d'accompagner des projets de bois, bois énergie, chaufferie et également donc réseau de chaleur pour aujourd'hui, qu'ils soient accompagnateurs de collectivités ou d'entreprises. On a une majorité aujourd'hui de personnes qui accompagnent des collectivités, mais on a cette année élargi le réseau. Donc je vois qu'il y a Anthony Cahu qui accompagne plutôt dans le secteur touristique aujourd'hui par exemple. Donc voilà. Donc ces matinales sont créées pour vous, pour accompagner votre montée en compétence sur ces sujets et vous permettre d'accompagner vos projets sur vos territoires et sur vos entreprises. Je vais laisser la parole à Marc qui va pouvoir démarrer cette matinale. Oui, bonjour. Déjà, à chacune, chacun, bonjour. Bonjour à vous. Donc, pour une matinée, alors, a priori, peu ont participé l'année dernière, mais j'ai cru comprendre quand même que ça sera de la révision pour un certain nombre d'entre vous, puisque vous avez déjà accompagné ce type de projet. L'objectif, c'est à la fois de faire une présentation rappelant les bases sur le sujet et puis rappelant le cadre dans lequel le montage juridique des projets de réseau de chaleur avec vente s'inscrit. Euh, voilà, tout en montrant les différents parcours finalement qu'un porteur de projet peut emprunter pour concrétiser son projet. L'idée, c'est vraiment de montrer la richesse des possibilités de façon à ce qu'un porteur de projet qui rencontre un frein puisse être accompagné pour contourner ces freins-là. Alors, on va donc faire un premier temps, je pense autour de 40 minutes sur cette présentation. Et je souhaiterais du coup pouvoir profiter aussi de vos différentes expériences pour pouvoir enrichir cette présentation et ce contenu. Donc, le programme en 4 temps, déjà rappeler ce que c'est un réseau de chaleur et le service public dans lequel ce réseau va se développer. La notion de compétence et de transfert de compétences est importante. On fera des études de cas, rien de mieux pour voir la diversité des cas de figure qu'on peut rencontrer et on recadrera cela en formalisant un petit peu mieux les différents montages dans lesquels ces différents cas se sont inscrits. Très rapidement, le principe d'un réseau de chaleur, voilà, c'est de mutualiser la création, mutualiser un moyen de chauffage, donc avec une chaufferie centrale ou un moyen de production de chaleur centrale, parce que finalement notre sujet n'est pas propre au bois énergie, en raccordant différents bâtiments avec un réseau de chaleur, en effaçant des chaufferies existantes pour mettre des sous-stations à la place qui permettent de distribuer de la calorie à l'intérieur des bâtiments. Voilà, donc je rappelle pas forcément, c'est pas le sujet de l'intérêt des réseaux de chaleur, mais cette mutualisation, voilà, est quand même finalement généralement un projet structurant sur une commune pour envisager la transition énergétique. Et donc dans le cadre d'ailleurs de Énerchois, finalement la méthode de travail dans laquelle on accompagne ensemble les projets de réseau de chaleur, voilà, le réflexe de la mutualisation, c'est celui qui doit venir directement après le réflexe de la sobriété énergétique. Donc on est régulièrement dans nos projets amenés à réfléchir à des réseaux de chaleur. Donc maintenant, on va faire un petit zoom quand même sur ce qui se passe au niveau de la sous-station, car c'est là où il va y avoir finalement un échange de calories, mais finalement aussi une transaction potentiellement entre le porteur-projet du réseau et le bâtiment raccordé lorsque ceux-ci sont différents.
Donc, le réseau de chaleur alimente en calories un bâtiment via une sous-station. Cette sous-station, c'est finalement un équipement technique hydraulique avec de la régulation dans lequel on a une possibilité de séparer finalement les deux systèmes. Et à ce niveau-là, on peut mettre un compteur de calories, donc qui va être propriété du développeur du réseau, donc sur le réseau primaire, et qui permet de compter les calories délivrées sur l'ensemble du bâtiment. Donc voilà, la séparation va bien se faire en sous-station, donc il est important quand on fait un travail d'accompagnement des porteurs de projets de bien leur expliquer qu'il y a bien une séparation des choses au niveau de cette sous-station et qu'à à tout moment, si le bâtiment va avoir un fonctionnement différent d'un autre bâtiment qu'il y a sur le réseau, il peut très bien avoir un autre fonctionnement hydraulique que les autres bâtiments grâce à cela, un découpage hydraulique. Voilà, sur petit voilà, réseau de chaleur, sous-station. Hop, excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Euh, donc on est vraiment la limite du service. Tout à l'heure on parlait de notion de service public. La limite du service, sauf cas particulier, généralement, elle va se faire voilà, juste en aval de l'échangeur au niveau des brides qui vont séparer l'échangeur du réseau secondaire. Donc, quelle qualification de mon réseau de chaleur? Donc, ça, c'est un point sur lequel, voilà, qui est assez simple à traiter, mais sur lequel il faut être assez rigoureux. À la première question, y a-t-il vente de chaleur à un tiers? Euh, donc, lorsqu'il n'y a pas de vente de chaleur à un tiers, c'est-à-dire lorsque votre porteur projet, que ce soit une entreprise ou votre commune, euh, tire un réseau de chaleur qui répond à la description de tout à l'heure et alimente un de ces bâtiments. Donc là, on qualifiera cela de réseau technique. Lorsqu'il y a de la chaleur qui est desservie finalement à deux entités différentes, au moins une entité différente du porteur de projet, mais s'il y a deux bâtiments qui sont des entités différentes, là, on peut examiner la possibilité de qualifier ça en réseau de chaleur, finalement, au sens juridique du terme. Je dirais même plus au sens fiscal du terme, car pour avoir vente de chaleur, on peut trouver une définition très claire au sens fiscal qui va définir les choses en expliquant qu'il faut au moins deux abonnés. Donc il peut y avoir un cas particulier, on pourra en reparler tout à l'heure, dans le cas où il y a un seul abonné. Voilà. Mais il faut vraiment avoir en tête que pour avoir un réseau de chaleur au sens juridique du terme, on va considérer la définition fiscale et donc viser à ce qu'il y ait au moins deux abonnés. C'est la condition pour avoir une TVA réduite à 5,5%. Donc c'est le levier essentiel qu'on a aujourd'hui pour développer les réseaux de chaleur. Euh, Le réseau de chaleur avec vente est-il porté par la collectivité détenant la compétence? Voilà, donc il n'est pas forcément nécessaire que la collectivité porte le projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux entités qui mettent en place un réseau de chaleur entre elles, je sais pas, deux entreprises par exemple, et qui mettent en place une vente de chaleur à ces deux entreprises. À ce moment-là, en effet, ce réseau de chaleur peut être un réseau de chaleur au sens juridique, et au sens fiscal, ce sera un réseau de chaleur privé. La collectivité n'aura pas à entrer là-dedans. La plupart du temps, tout de même, lorsque ces réseaux de chaleur vont emprunter le domaine public, notamment sur des longueurs significatives, qui vont commencer à être difficiles à encadrer par une convention, eh bien, on va entrer dans la mise en place d'un service public. Donc là, on va ouvrir, on va ouvrir un petit peu plus le sujet. Un service public industriel et commercial, donc un SPIC. Donc finalement, quand vous accompagnez la plupart des personnes participantes aujourd'hui, la plupart, j'ai vu que certains, c'était peut-être pas le cas, mais la plupart accompagnent des collectivités. Donc une collectivité qui va commencer à envisager le raccordement à des tiers, finalement, assez rapidement, on va se poser la question de mettre en place un réseau de chaleur
avec vente. Donc, automatiquement, cela sera qualifié de service public, industriel et commercial. Donc, on va voir ce que cela implique dans le cadre où on est bien sur la mise en place d'un service public. Si on rentre dans le cadre d'un service public, voilà, on doit faire aussi appel à la notion de compétence. La création et l'exploitation d'un réseau de chaleur, relève, d'une compétence, celle de la commune, en fait, à la base. Donc ça, c'est défini dans le code général des collectivités territoriales. C'est pour ça qu'à un moment donné, si 2 entreprises, par exemple, sur une zone artisanale, se posent la question de faire un réseau de chaleur entre elles, il est quand même important que la collectivité soit au courant parce qu'elle peut éventuellement saisir cette opportunité pour faire jouer sa compétence et peut-être réfléchir à un projet d'une autre ampleur. En tout cas, elle est légitime pour se poser cette question-là de par sa compétence. Il faut, il faut vraiment être attentif au fait que cette compétence, elle porte sur le réseau de chaleur, mais pas forcément sur la nature de la production d'ENR. Ça, c'est une subtilité qui a son importance lorsqu'on est sur des réseaux complexes où on cherche des montages et des leviers. Notamment, on a des réseaux de chaleur urbains où la distribution est complètement découplée de la production. C'est-à-dire que ce même pas les mêmes entités qui portent les deux projets. Donc la collectivité, elle a vraiment une compétence pour développer, finalement pour gérer le service public qui met en place le réseau de chaleur. La production d'ENR, elle ne relève pas de la compétence de la collectivité, mais n'importe quelle collectivité peut aménager évidemment ce genre de projet. On peut prendre un exemple sur Brest où finalement le réseau de chaleur urbain a été mis en place dans le cadre du service public. La chaufferie, elle a été mise en place sur une parcelle avec un investissement privé qui livre la chaleur sur le réseau de chaleur. Ce qui est important cette notion de service public, et donc notamment sur l'exercice de la compétence qui va être mise en place par la collectivité, c'est finalement les quatre principes hein, du service public qui vont devoir s'appliquer. Et c'est aussi quatre éléments qui doivent être aussi des arguments face à des potentiels raccordés qui douterait par exemple de la fiabilité, ou bien de la dérive des prix, ou bien de l'équité de traitement avec d'autres voisins, par exemple. Voilà, à partir du moment où on est dans un service public, il y a les quatre principes du service public qui s'appliquent dans tous les domaines du service public. C'est la continuité de service, voilà, la continuité territoriale, l'adaptation constante, l'égalité de traitement des usagers et le devoir de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va vous dire oui, mais là, ce projet-là, il est mis en place par un privé. Ah oui, mais il est mis en place par un privé. Si c'est bien dans le cadre d'un réseau de chaleur avec un service public, ce privé agit dans le cadre d'un cahier des charges. Et ce cahier des charges a été construit par la collectivité, donc est responsable de son élaboration, dans lequel elle a pu aussi mettre des critères à respecter avec des indicateurs à suivre. Si après le contrôle lui échappe, c'est certainement soit que le cahier des charges n'était pas suffisamment bien bâti, ou alors les moyens pour exercer ce devoir de contrôle ne sont pas mis en place, quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas une fatalité, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire. Tout ce qui va être délégation, c'est des choses qui peuvent être aussi très vertueux, quoi, à condition d'être contrôlées. Euh, voilà, donc pour récapituler, qui peut avoir la compétence? J'ai parlé de la collectivité. On peut, dans le cahier, dans le CGCT, donc Code général des collectivités territoriales, c'est la commune qui a d'abord cette compétence là. Ensuite, la compétence est facultative. J'arrive.
Voilà. Et pour la communauté de communes et les communautés d'agglo ou syndicats, c'est-à-dire que le transfert de compétences peut se faire de la commune à elle, mais de façon facultative. Par contre, quand on va être sur des communautés urbaines ou des métropoles, le transfert est obligatoire. Voilà. Un petit schéma qui récapitule ce que je viens de dire. La commune a cette compétence d'entité organisatrice de réseau de chaleur. En jaune, le transfert est facultatif, mais est possible, sous réserve voilà, que la communauté de communes souhaite porter cela, ou que le syndicat d'énergie, par exemple, souhaite le porter. Et puis est obligatoire sur les métropoles comme Brest ou Rennes. Voilà. Donc sur ces quelques bases, quelques cas pratiques. Voilà, donc là, on va vous proposer d'interagir. Voilà, ça fait un petit quart d'heure là que j'ai présenté ces quelques bases. Je vais vous présenter 7 cas. Et donc, je vais vous poser 3 ou 4 questions. Vous allez pouvoir répondre en choisissant quels cas correspondent aux cas de figure qu'on va vous exposer. On va voir si j'ai été clair, si ces exemples-là sont simples ou pas. Donc, c'est des cas qu'on rencontre assez souvent. Donc, si vous avez d'autres cas, ce sera intéressant de nous les proposer tout à l'heure dans les questions-réponses. Euh, un réseau de chaleur entre la mairie et l'école publique. Donc, on va se poser des questions sur ce type de projet. Sur un projet qui raccorde école publique et collège. On va prendre un collège public. On va prendre un troisième exemple d'un réseau de chaleur entre un lycée et un gymnase communal. Voilà, donc on est sur des petits projets de réseau de chaleur. Quatrième exemple entre la mairie et des appartements appartenant à la commune. Voilà, donc encore un petit projet, mais on en voit des tas, comme ça, des projets notamment dans les communes rurales. Cinquième exemple entre une école privée et la maison de retraite, gérée par le CCAS. Enfin, 2 derniers exemples, un réseau de chaleur un petit peu plus gros, là, entre un hôpital, un lycée, un collège, public ou privé, euh, des logements collectifs, entre 2 entreprises. Voilà. Donc on va laisser apparent hein, cette vignette. Voilà, donc première question, quel projet nécessite un montage juridique? C'est-à-dire quel projet de réseau de chaleur pourra être qualifié, s'il est construit, de réseau de chaleur au sens juridique du terme et fiscal? Est-ce que vous pouvez utiliser votre clavier? Et là, on se donne 30 secondes pour voir un petit peu vos réponses. Vous mettez les numéros qui correspondent au projet qui nécessite un montage juridique. Vous pouvez mettre directement dans le chat parce qu'on n'a pas fait de sondage pour ces questions. Est-ce qu'il y a du monde qui répond? Alors, Hugo se lance et nous dit 2, 3, 5, 6 et 7. Ronan est d'accord. petite Flore, variante pour petite Florian. variante pour Florian. Victor est d'accord avec les premières propositions. On est pas mal. Et encore, certains se lancent. Ah, non. T'as de copier sur le voisin. Bon, Alors, il y a eh une ben, petite écoutez, hésitation sur le 7 du coup. ça marche. Alors, je propose, Et le 4. Ah ouais, le 4, il y a 2 personnes qui ont répondu le 4. Alors, c'est parti. Réponse. Donc,
tous, sauf le 1 et le 4. Voilà, donc pourquoi les autres, les autres que le 1 et le 4 impliquent des personnes morales différentes, donc nécessitent à minima un contrat de vente de chaleur. Si on considère qu'un montage juridique, qu'un contrat de vente de chaleur est un montage juridique, voilà, le 7 rentre bien dans les exemples. C'est pour ça qu'il y a eu, je pense, une hésitation sur le 7, mais, ou bien la création d'une structure de coopération. Le 1, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas dedans? Bah là, c'était évident pour tout le monde. S'il s'agit de bâtiments communaux, là c'est un réseau technique. Le 4 c'est normal qu'il y ait eu hésitation parce que selon les cas de figure que vous avez rencontrés, ça peut ou pas en effet le nécessiter. Généralement, c'est quand même accessoire déjà. La deuxième chose, c'est souvent que les locataires paient leur facture d'énergie dans les charges locatives. Mais quand bien même ce n'était pas le cas, je pense que le caractère accessoire pour un ou deux logements sur un projet de réseau de chaleur plus vaste permettrait à la commune de rester sur un réseau technique et de conventionner ou trouver un montage, quoi. Je pense que Florian, sur le Menet, vous avez quelques exemples comme ça où il y a des logements, mais ce n'est pas forcément des logements communaux. Vraiment, le principe du logement communal, ça va généralement faire que c'est assez simple. Si on peut éviter de complexifier le projet, on le fera. Euh, voilà, voilà. Donc, c'était assez facile comme première question. Deuxième question. Quels projets vont être portés par la collectivité? Pareil, 1 à 7. Si vous voulez bien répondre, on se donne 30 secondes. Projet porté par la collectivité. La première réponse. Qui va être le premier à répondre? Ça dépend. Bah oui, ça dépend du projet. On va voir ça dans un instant. Elle peut tous les porter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu donc 3 réponses. Pas plus? Votre dernier mot? Bon, allez, une dernière réponse. Allons voir ça. Alors, quels projets peuvent être portés par la collectivité? Alors, je pense qu'on peut... Ça dépend. On peut en discuter. 1 et 4 portés par la collectivité dans le cadre d'un réseau technique. Donc ça, on en a déjà parlé. Je ne vais pas y revenir. 2, 3, 5 et 6 portés par la collectivité dans le cadre d'un service public de distribution de chaleur. Voilà, avec vente. Donc, cela, ça faisait pas trop de doute. Là où il pouvait peut-être y avoir discussion, le 3 pourrait être porté par le lycée et faire l'objet d'un réseau privé entre le lycée et la commune. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas jouer la compétence communale car le gymnase, les besoins du gymnase sont accessoires. C'est clairement par rapport au projet du lycée, c'est pour vendre 50 ou 100 mégawattheures. En tout cas, on a pas mal d'exemples qui se font comme ça autour des services, voilà, un échange de bons principes. Mais on ne va pas demander à la commune de porter la chaufferie du lycée qui va faire 700 kW alors qu'elle a juste besoin de chauffer son gymnase, quoi. Donc ça, c'est plutôt du pragmatisme et ça s'arbitre au niveau de la trésorerie par le fait que c'est accessoire, quoi. Accessoire, il n'y a pas il y a pas de valeur, de pourcentage réellement en face de ce caractère accessoire. C'est à discuter avec la trésorerie. J'avais déjà posé la question en formation il y a quelques années quand on disait que c'était le caractère accessoire qui permettait d'expliquer.
Voilà, c'est vraiment se rapprocher de la trésorerie et puis de leur expliquer que voilà, très concrètement, la commune va pas sortir 500 000 euros pour faire une chaufferie alors qu'elle a juste besoin de chauffer son gymnase, quoi. C'est plutôt un échange de bons procédés. Cinquièmement, là, il sera difficilement porté par un autre acteur que la collectivité car le plus gros consommateur est géré par le CCAS. Donc là, le CCAS qui dépend de la commune. Donc on va avoir du mal entre une école privée et sauf cas très particulier, mais en règle générale, c'est plutôt la commune là, qui va réussir à arbitrer, à motiver l'ensemble des élus sur la pertinence de porter ce projet-là, dans la mesure où ça va servir directement au CCAS et accessoirement à l'école privée. Donc là, oui, il pourra être porté par la commune ou la collectivité. 7, la collectivité n'a pas vocation à porter de projet entre deux entreprises, à moins, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y ait une mission d'intérêt général, notamment voilà, deux entreprises qui souhaitent faire un réseau de chaleur. Elle questionne la collectivité parce qu'à un moment donné, il y a une occupation du domaine public. La collectivité se dit, ah bah votre idée elle est très bonne et moi j'aimerais bien pousser l'idée auprès des autres entreprises du quartier. Bon là, il peut y avoir éventuellement une idée, elle peut être légitime de porter le réseau de chaleur. Maintenant, si c'est de la chaleur fatale dans une des entreprises ou bien un process assez lourd, voilà, on aura typiquement le cas où on dissociera la production et la distribution. Voilà pour ces quelques exemples qui permettent de voir un petit peu quelques subtilités. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, quand on finit nos études d'opportunité, par exemple, on commence à afficher 1 million d'euros pour sortir le projet, et la commune nouvelle les élus commencent à nous regarder avec des yeux ronds. On leur dit voilà, la première chose, c'est que vous n'êtes pas seul pour porter ces projets-là, que ce soit sur le portage, le financement ou l'exploitation. Voilà, il y a plein de façons de faire et tout ne va pas reposer sur les épaules de l'adjoint de la commune qui a eu cette bonne idée et qui a été poussée par l'ensemble des autres élus. Donc vraiment, c'est de rassurer là-dessus. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire déjà sur le portage. Sur le portage, voilà, on l'a vu, hein, ça peut se faire en direct par la commune ou en transfert de compétences. Ça peut se faire en coopération, voilà, de plus en plus avec des syndicats qui peuvent se poser la question de prendre en main ce sujet-là, donc en mettant dans leur statut la possibilité de prendre une compétence. Bon, bah là, on va au moins déjà pouvoir commencer par une délégation de maîtrise d'ouvrage. Et puis aussi, le dernier point, on n'en parle pas assez, mais en créant aussi des démarches locales, citoyennes. Donc ça se voit dans d'autres régions, mais en l'absence d'autres possibilités pour une commune, eh bien, on peut, via les réseaux citoyens, créer des collectifs locaux qui peuvent soit s'associer à des opérateurs énergétiques de territoire, soit créer elles-mêmes leur opérateur énergétique de territoire citoyen, et puis proposer un service. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, il y a 1000 façons de sortir les projets. Donc, dans la mesure où on a des possibilités dans chaque commune, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas un réseau de chaleur dans chaque commune. Bon, pardon. Euh, voilà, le maître d'ouvrage n'est pas seul. Je reprends mon propos sur le mode de gestion. Voilà. Donc, en fait, il y a deux cas de figure. Voilà, c'est le cas de figure où il y a un réseau de chaleur avec vente, et puis le cas de figure où il y a un projet privé ou bien un réseau technique. Voilà, donc ces deux cas de figure vont être différents, et tous les exemples qu'on a vus tout à l'heure, on va juste essayer de remettre ça dans l'ordre, vont s'inscrire dans l'arborescence que je vous présente. Donc, dans le cas d'un réseau technique, c'est assez facile, soit la collectivité porte le projet directement et passe à un marché de travaux, le cas très 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 classique. Et puis on a un autre montage qui peut être un levier pour sortir des projets techniques qui auraient du mal à aller plus loin que les stades idées. C'est le développement d'un service, c'est la mise en place d'un contrat d'achat de chaleur. Donc pour ça, il faut trouver un opérateur. Et donc là, on est sur des contrats de marché de fourniture longue durée. Donc, il faut trouver les opérateurs capables de faire ça. Donc, on y reviendra dans deux diapos. Donc, parmi les 7 exemples qu'on a,
le 1 et le 4, on a vu que c'était typiquement des réseaux techniques communaux. Le 1 et le 4, si tant est qu'on arrive à intéresser un opérateur technique qui serait susceptible de faire une proposition de vente de chaleur, bah, c'est une piste pour développer ce profil de projet. Euh, ces projets-là donc, pourraient passer par un montage juridique si un opérateur venait proposer un service de vente de chaleur pour les bâtiments communaux à la mairie. Il s'agirait d'un contrat de fourniture et non d'une DSP. Voilà, là on n'est pas dans une délégation de service public car à la base, il n'y a pas de service public. Il faut que ce soit très clair. Il faut bien distinguer ce qu'on va voir dans un instant, la délégation de service public et le marché de vente de chaleur. Voilà, le cas où on a un réseau avec vente de chaleur, voilà, donc on a de façon très classique, la plupart d'entre vous, je pense, connaissent ça, le montage de ce genre de projet en direct ou de façon donc en direct en régie, internalisée ou externalisée. Donc régie internalisée qui va passer les marchés de travaux et les marchés d'exploitation, régie externalisée, où là, on va se diriger vers des marchés globaux de performance, typiquement. Euh, et à côté, on a le cas où on va, finalement, le service public qui va devoir être mis en place pour développer ce projet-là, bah, finalement, la collectivité va décider de déléguer ce service public à un tiers qui va en avoir la charge, en tout cas la charge financière, qui va en avoir la gestion. Par contre, la collectivité en aura toujours le contrôle. Et donc, la DSP se fait soit en affermage, soit en concession. Le modèle concessif est celui qu'on rencontre le plus souvent. Donc là encore, pour les trois modèles, donc affermage, concession et puis marché global de performance, bah là, il faut trouver les opérateurs capables de faire des offres. Donc là, dans l'ensemble de nos exemples, évidemment, les 1 et 4 ne rentraient pas dans ce cadre-là. Les orientations majoritaires constatées en fonction des exemples sont les suivantes. Les exemples 2, 3 et 5 sont régulièrement orientés sur de la régie directe, voilà, sur de la régie directe, internalisée ou externalisée. Là, c'est souvent internalisé, voilà, avec un contrat de maintenance sur les plus petits projets. Le scénario 6 est souvent orienté vers du modèle concessif, car on arrive des tailles critiques qui permettent d'intéresser des opérateurs de ce type-là. Et puis le 7, on est quand même bien souvent sur des contrats privés. Voilà, donc un petit exemple d'opérateur capable de, parce que bon, en Bretagne, ça se développe petit à petit, donc certains d'entre vous sont présents. En fait, les acteurs là qu'on voyait tout à l'heure, qui sont capables de faire soit de l'offre de chaleur clé en main, dans le cadre d'un réseau privé, ou bien dans le cadre d'un réseau avec vente de chaleur, donc ils sont capables de faire soit du marché global de performance, ou soit des offres de concession, eh bien aujourd'hui, historiquement, voilà, on a des NJ, d'Alkia, on a du IDEX qui est un peu plus présent, qui répond aux appels d'offres. On a Sogex via le groupe Nasewin qui répond aussi, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Je cite Énergie Plus qui nous a dit au moins pouvoir se positionner sur du marché global de performance, pas forcément sur de l'offre concessive, mais dans la plupart des cas, pour les énergéticiens, donc Engie, Dalkia, IDEX, on va aujourd'hui chercher plutôt des ensembles à plus de 7-8 gigawattheures. Donc ça commence à être des projets de forte envergure. Sur des développeurs, des gens qui vont répondre à du marché global de performance, ils vont pouvoir commencer à répondre à partir de 1,5, 3 gigawattheures. Voilà. Sur le territoire, on a des choses qui sont apparues. Donc, Sotraval, c'est historique, hein, c'est la SEM qui est sur Brest, donc qui développe les réseaux de chaleur brestois. En haut à gauche, on a les SPL bretonnes qui font la SPL Berre sur l'Orient qui fait des petits. Donc, il y a Acta Énergie, j'ai pas mis GMVA, mais il y a 3 SPL en Bretagne. Donc, dont des représentants sont branchés. Et puis, on a d'autres types d'opérateurs qui avancent petit à petit. Donc, on aurait pu citer la SIC Énergie ENR Pays de Rance, qui est une SIC là, qui se positionne. Il y a la SIC Quadcob qui se positionne pour aller vers de l'offre de chaleur clé en main.
Voilà, on a la SAS Chaleur d'ici qui se positionne pour aller sur de l'offre chaleur clé en main aussi, mais le point commun entre ces opérateurs-là, c'est qu'ils vont viser, dans un premier temps en tout cas, des projets en dessous d'1 gigawattheure, d'1,5 gigawattheure. Voilà, donc pour dire que finalement, les alternatives qui nécessitent de mobiliser des tiers, bon, ben, ça s'étoffe et l'offre en face elle devient de plus en plus existante. Et donc, il faut pousser vos porteurs de projets qui ont des projets qui restent lettres mortes, coincés au stade, là, tout en haut, là, à aller s'orienter vers ces solutions-là. On va voir pourquoi dans un instant. Alors, j'ai 3 diapos pour conclure, et puis on va essayer de finir pour 45. Pourquoi est-ce qu'on a des projets qui restent coincés à certains niveaux et en quoi ces offres, ces possibilités-là, cette variabilité des possibilités peut aider à débloquer la situation. Donc pour ça, il faut regarder de près qu'est-ce que ça veut dire le développement et finalement la gestion d'un projet de ce type-là. Un projet de réseau de chaleur, il va y avoir au moins 3 étapes. La partie aide à la décision, sur laquelle la plupart d'entre nous sont investis, la partie conception-réalisation et la partie exploitation. Et quand on regarde à la loupe, finalement, la chronologie du projet, hein, finalement, qui peut durer 3 ans, 10 ans, enfin, selon le délai souvent de cette étape-là, de décision, là, eh bien, ça passe par des étapes d'études. Là, on connaît plutôt bien le sujet. Ça passe par des étapes là où le maître d'ouvrage là doit être responsabilisé parce que là, il va devoir s'impliquer dans l'étape de conception-réalisation. Donc voilà, il peut y avoir de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble de cette partie-là, voire même après. Il y a les étapes de conception, construction du plan d'approvisionnement essentiel à la réussite des projets, l'étape de réalisation de travaux, et puis après, ben, la partie exploitation, tout un ensemble de choses. Et puis le financement. Voilà. Et donc ça, c'est important à avoir en tête pour voir, d'une part, lorsqu'on est typiquement en développement en régie directe d'un réseau de chaleur avec vente, ben voilà, là, la collectivité, les tâches en bleu vont être celles qui vont être réalisées directement par la collectivité. Donc le bureau en blanc, c'est les tâches réalisées par d'autres acteurs, donc bah, typiquement voilà, les animateurs, les fournisseurs. En vert, c'est les tâches réalisées par un bureau d'études compétent. En rose, c'est les tâches réalisées par une maîtrise d'œuvre, dans laquelle qui intègre un bureau d'études compétent. En jaune, c'est une société de services énergétiques. Et en bleu, ben voilà, il y a le maître d'ouvrage qui doit assumer le financement, le suivi tout au long de ce projet-là, la gestion du service public, la conduite. Donc cela peut représenter un certain nombre de freins, mais c'est important de montrer que le porteur de projet est accompagné tout au long de cette route. Lorsqu'on va être sur un montage avec régie externalisée et notamment un marché global de performance, là on voit que il y a un petit peu moins, voilà, un petit peu moins de couleurs et donc un petit peu moins d'acteurs et d'interfaces. Donc c'est une façon de simplifier les choses, même si le montage du marché global de performance, il reste lourd. La collectivité en bleu, là, a toujours ben voilà, le financement à supporter, la gestion du service public à supporter. Lorsqu'on est en DSP, on voit qu'il y a encore un petit peu moins de couleurs. Ben, finalement, le fait qu'il y ait moins de couleurs, ça montre aussi qu'il y a moins d'acteurs, moins d'interfaces à gérer. Et donc, entre guillemets, c'est plus simple. Même si, encore une fois, il faut relativiser. Le montage d'une DSP, c'est très complexe. Le rôle de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, est essentiel à chaque fois. Des projets comme ça, notamment quand on est face à des communes ou des communautés de communes, l'AMO est une étape essentielle. Donc voilà, il est important de regarder où peuvent être les freins. Bien souvent, le frein, ça va être passer de l'aide à la décision à la conception. Donc l'AMO peut être quand même un vrai levier pour aider à rentrer dans la complexité de ce sujet-là. Un autre frein, c'est, je reviens là, c'est bah voilà, le fait qu'il va falloir faire un portage du financement. Et enfin, troisième frein, c'est la complexité de l'ensemble. Donc, c'est d'où la recherche de simplification avec voilà, des formes d'accompagnement qui limitent les interfaces. Voilà une lecture qui est, que je voulais vous proposer là pour qu'on puisse avoir 15 minutes d'échange avec vos expériences, vos questions. Quelques outils disponibles. Donc, on rappelle tout le temps la boîte à outils Amorce, hein, qui est très bien faite. Donc,
vous incite à parcourir. On a un zoom sur le montage de régie qui avait été mis en place avec Amorce, donc c'était une formation en ligne, elle a déjà quelques années, mais je pense pas qu'il y ait eu de texte qui fasse qu'elle soit périmée, donc je vous incite à la parcourir. Là, on était vraiment sur le montage de la régie, par exemple. Voilà. Donc, en conclusion, quelles sont les questions à se poser lors du montage d'un projet de réseau de chaleur avec vente? Voilà, il faut qualifier d'abord le projet. Est-ce qu'on est sur un réseau de chaleur juridique? Est-ce que le porteur de projet, est-ce qu'il a la compétence ou est-ce qu'il doit la mobiliser? Est-ce que le projet, il faut le porter seul ou est-ce que il n'y a pas d'autres acteurs avec qui je pourrais porter ce projet-là? Avec quel mode de gestion? En direct, en délégué? Voilà, il y a ces possibilités-là. Je souhaite travailler avec quel type d'opérateur? Donc ça, c'est important. Tout à l'heure, on a parlé d'opérateurs émergents qui intègrent aussi une dimension citoyenne. Donc ça, c'est intéressant de questionner, de sensibiliser les collectivités là-dessus. Ça peut être des éléments moteurs. Et voilà, le dernier point, bah, savoir si on crée une régie à personnalité morale ou bien juste un budget annexe. Voilà, des questions à se poser. Voilà, merci pour votre attention, pour avoir répondu aussi à nos quelques questions. Donc, on vous laisse la parole. Merci Marc. Alors n'hésitez pas à poser vos questions là dans le chat, vos questions ou si vous c'est le moment aussi si vous avez un projet là en cours qui serait par exemple particulier, qui n'aurait pas été cité dans les différents exemples que Marc a utilisés. N'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro si c'est complexe à taper sur le chat. Marc, en attendant de voir s'il y a des questions de ce type. Florian a une question, tu as peut-être partiellement répondu, sur est-ce que la vente de chaleur via un opérateur est un mode de gestion répandu? Via un opérateur tel que ceux que j'illustrais en violet dans les montages, c'est ça, Florian? Oui. Oui. Alors, répandu. Alors, si on prend des statistiques à l'échelle des 300 réseaux de chaleur, des 300 des quelques dizaines de réseaux de chaleur qu'on a en Bretagne, on a beaucoup de réseaux de chaleur en régie dans les communes, notamment telles que celles que tu as sur ton territoire, dans le Menet. Donc là, la plupart sont quand même en régie. Maintenant, évidemment, dès qu'on est sur du réseau de chaleur voilà, qui va dépasser les 6-7 gigawattheures. La majorité quand même est mise en place via un opérateur, donc notamment en DSP. Donc ça serait intéressant qu'on regarde ça d'un petit peu plus près sur nos réseaux de chaleur avec vente. Donc sur les petits projets au milieu rural, non, c'est assez rare et ça se développe davantage là où il y a des opérateurs, soit les SPL, donc certains font plancher, donc qui vont pas forcément avoir les mêmes critères pour déclencher le portage d'un projet, ou soit sur sur les territoires qui sont couverts par ces futurs opérateurs. Mais là, c'est essentiellement là où il y a les SPL. Voilà pour la Bretagne. Hugo nous pose une question toujours sur cette slide sur les acteurs de la scène de Sautraval, Oui. sur son Là-dessus, périmètre et sur les acteurs. Est-ce que c'est dédié uniquement à Brest? de mémoire, on est sur Brest Métropole et contrat avec Dalkia, aux dernières nouvelles que j'avais. Il me semble qu'il y a un lien avec Dalkia. Donc il y a Sotraval et puis encore une autre société en dessous. Je ne connais pas exactement le montage juridique, mais c'est pour Brest Métropole, il me semble. Mais à vérifier, Hugo. Moi, j'ai eu cette présentation il y a déjà en 2014-2015. Donc c'est pas impossible que ça ait évolué depuis. C'est Yvan Gestin, le directeur. Je pourrais éventuellement lui poser la question sur l'actualisation du modèle. Merci Marc.
Euh, En attendant, si, je vous laisse réfléchir si vous avez d'autres questions ou d'autres exemples à nous partager. En attendant, dans les sondages, je viens d'activer deux nouveaux sondages, voilà, pour avoir un retour sur la matinale en question. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que vous en avez encore d'autres? Également, j'en profite pour vous sonder. On a organisé la rencontre des relais en novembre à Bourbriac. On avait pas mal d'animateurs CCR, mais assez peu de relais des territoires non CCR, par exemple peu de CEP. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous poser la question, notamment pour ceux qui n'ont pas pu venir, de la raison de cette absence. L'idée, c'est pour nous, pour le programme 2025, de savoir et de s'il y a eu une erreur sur la date, sur le sujet, ou voilà, quelle qu'elle soit, de ne pas la reproduire. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre retour. Et également pour les matinales 2025. Alors là, il n'y a pas de sondage, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez aborder. Je le dis là parce que des fois on fait passer des sondages après, mais on a assez peu de réponses. Donc n'hésitez pas à profiter du chat pour nous suggérer des sujets. Voilà, l'idée c'est de proposer des choses qui vous servent. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres sujets, Marc, tu peux passer la dernière slide. Donc, c'était juste pour vous dire que voilà, on aura un nouveau programme 2025 d'animation, toujours à destination du réseau des relais, avec des matinales, des rencontres et des visites, puisque l'année prochaine, ce sera les 30 ans de l'association L. Et donc, il va y avoir un programme spécifique pour cet événement, avec notamment des visites sur le bois énergie. Donc, vous recevrez en janvier un programme détaillé euh, pour, euh, pour, pour 2025. Voilà, et bien si vous n'avez pas d'autres questions sur ce sujet des réseaux de chaleur et du montage juridique à poser à Marc, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2025.